Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir. Voici les grands titres de cette édition du vendredi 9 décembre. Le taux d'incidence des cas de Covid enregistre une hausse régulière depuis plusieurs semaines. Faut-il redouter ces chiffres? Que peut-on faire pour se préserver d'une nouvelle vague de Covid? Nous entendons dans ce journal le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Le nouveau Cap Fleury a été inauguré aujourd'hui. La résidence a fait peau neuve mais reste dans son bel écrin de verdure entre mer et montagne sur la commune de Cap-d'Aille. Le docteur Sandrine Louchard de la Chapelle, chef du service de gérontologie clinique et du centre mémoire du centre Régnier 3 au CHPG, nous présentera ces nouvelles installations. Plus qu'une belle victoire, un bel exploit. La Roca Team est allée s'imposer jeudi soir dans la salle du Real Madrid d'1 point. Récit à suivre de cette folle épopée qui s'est soldée par un blessé, Jordan Lloyd. À l'approche de Noël, une jolie idée de balade à travers le Rocher à la recherche de véritables petits trésors, les crèches du monde. Vous pourrez partir dès ce week-end à leur découverte. Et puis les plus sportifs le feront en courant. C'est dimanche que se disputera l'édition 2022 du Giro des Natali. Mais avant de développer ces titres, ces images tournées jeudi soir lors de la traditionnelle procession de l'Immaculée Conception, la famille princière a tenu à venir saluer les personnes réunies place du Palais. Un taux d'incidence qui grimpe petit à petit depuis la mi-novembre et tout autour de nous des pays européens qui n'hésitent pas à parler de nouvelles vagues du Covid-19. Ces chiffres en hausse sont-ils inquiétants et quels conseils partager avec la population? Je vous propose d'écouter le ministre des Affaires sociales et de la Santé, Christophe Robineau. Les variants qui sont actuellement en circulation sont les mêmes que lors de la 8e vague, en tout cas des sous-variants qui ne sont pas plus virulents, donc plus à risque de formes graves que ceux qu'il y avait auparavant. Néanmoins, il faut être vigilant, il faut faire preuve de responsabilité. J'encourage toutes les personnes qui le peuvent que le masque doit être porté, notamment dans les lieux clos et a fortiori dans les transports en commun. J'aime bien le dire, le masque n'est pas interdit. Au vu de la faible virulence des sous-variants actuellement en circulation, même s'ils sont extrêmement contagieux, de l'absence de montée en charge des établissements de santé, même si actuellement il y a quelques tensions qui sont liées à la coexistence d'autres épidémies comme le VRS ou la grippe, pour le moment pas de mesures contraignantes. Néanmoins, j'insiste, encore une fois, il faut porter le masque chaque fois que c'est nécessaire, il faut porter le masque lorsqu'on est âgé, il faut porter le masque lorsqu'on prend des bains de foule, qu'on a des facteurs de risque de formes graves. Et puis, petit rappel, pour ceux qui sont éligibles, je crois qu'il est important de poursuivre la vaccination comme elle est recommandée. Voilà pour ces conseils de prudence du ministre des Affaires sociales et de la Santé. Christophe Robineau était interviewé par Christina Thomel et Jean-Alexandre Dordet. Les pensionnaires du Cap Fleury bénéficient de nouvelles infrastructures entièrement neuves ou rénovées. La nouvelle résidence a été officiellement inaugurée ce matin en présence du prince souverain. Voici une visite guidée des lieux et nous serons ensuite en duplex avec le docteur Sandrine Louchard de la Chapelle pour nous rappeler les missions de ce Cap Fleury et plus généralement les ambitions de la filière gériatrique monégasque. Visite guidée signée Christina Thomel et Jean-Alexandre Dordet. C'est sous l'impulsion du prince Régnier et de la princesse Grace que le Cap Fleury a vu le jour en 1943, suivi 24 ans plus tard de la naissance du second bâtiment, le Cap 1. Et si l'établissement a fait les beaux jours des résidents durant de nombreuses années, le bâtiment originel ne répondait plus à leurs besoins. C'est pourquoi il a été entièrement repensé. Après de longs travaux, la nouvelle résidence du Cap Fleury a été inaugurée ce matin par le prince souverain en présence de nombreuses personnalités de la principauté, des équipes du service gérontologie et des aînés de Monaco. Elle est dotée à ce jour d'une capacité de 78 lits répartis sur 4 unités d'hébergement et ce sont 61 femmes et 17 hommes qui résident aujourd'hui au Cap Fleury. Un établissement qui se veut plus actuel et plus familial que l'ancien bâtiment. C'est un établissement qui est à la fois moderne et chaleureux. Moderne puisque nous avons sur ce nouveau bâtiment un certain nombre d'innovations technologiques à disposition.
pour le confort et la sécurité optimale des résidents, du sol connecté dans les chambres, qui nous permet notamment de détecter les chutes, si je peux citer un exemple, et chaleureux, puisque la résidence du Cap Fleuri dispose sur ce nouveau bâtiment de nombreux lieux de vie, des salles d'activité sur chaque étage, une chapelle, une boutique et des salles de restaurant dans chaque unité d'hébergement. Et si les résidents apprécient les salles de restauration de la nouvelle résidence, une prestation séduit beaucoup également. Grande nouveauté pour le Cap Fleuri, un service hôtelier a été mis en place et connaît un vif succès auprès des pensionnaires et de leurs familles. Voilà pour cette visite guidée. La prise en charge des personnes âgées est une priorité de santé publique à Monaco et nous sommes avec le chef du service de gériatrie clinique du CHPG. Bonsoir docteur Louchard de la Chapelle. Bonsoir Patricia. Ce nouveau Cap Fleuri a été pensé pour répondre aux nouveaux défis actuels de la prise en charge des personnes âgées. L'âge moyen environ de la résidence est de 88 ans et l'âge moyen d'entrée en institution est environ de 86-87 ans. Et ce sont des patients qui ont donc des polypathologies, qui ont un traitement souvent lourd et pour lequel il faut une prise en charge la plus adaptée possible, tant sur le plan médical mais également sur le plan du lieu de vie. Puis aussi, ce qui est tout nouveau pour ce Cap Fleuri, nouvelle version, c'est le projet hôtelier qui a été déployé. Et sur quel point tout particulièrement avez-vous porté votre attention lors de la réflexion qui a conduit à la restructuration des lieux ? Il y a plusieurs volets. Il y a le projet médical de prise en charge. Comme je vous le disais, ce sont des patients qui arrivent avec de nombreuses polypathologies. On sait bien, le maintien à domicile est extrêmement bien opérant et vraiment très efficace à Monaco. Donc, on a un système de maintien à domicile qui permet que les patients puissent rester le plus longtemps possible à domicile. Et quand ils arrivent en EHPAD, ils ont plusieurs pathologies qu'il faut prendre en compte, des pathologies cardiovasculaires, des cancers, des troubles neurocognitifs, et ça c'est un challenge. Donc par exemple, la réflexion a été la mise en place d'un étage sécurisé pour prendre en charge en toute sécurité les patients qui présentent des troubles neurocognitifs comme la maladie d'Alzheimer. Et puis après, il y a eu la réflexion par rapport au lieu, par rapport à la chambre, par rapport à l'espace, par rapport au lieu de vie. Et puis essayer d'humaniser le plus possible, de mettre la personne âgée au centre du projet. Et toutes les équipes ont travaillé et il y a eu beaucoup de groupes de travail avec un encadrement qui a été aussi à l'écoute pour essayer d'aménager au mieux cet espace de vie, mais également de soins pour nos aînés. Ce qu'il faut préciser, docteur Louchard de la Chapelle, c'est que le Cap Fleuri est un maillon de la chaîne dont le centre gérontologique clinique Régnier 3 est la pièce majeure. Comment tous les établissements accueillant une population âgée à Monaco travaillent-ils de concert ? Effectivement, c'est une filière homogène, c'est-à-dire que la filière, il y a le centre Régnier 3, qui va bientôt fêter ses 10 ans l'année prochaine et qui est effectivement un peu la pièce centrale, mais sur lequel sont adossés plutôt les EHPAD, Acquiétudine et la résidence du Cap Fleuri. Donc, au niveau des protocoles, ce sont les mêmes qu'OCR 3. C'est une même philosophie, que ce soit au niveau des soins, que ce soit au niveau de l'animation. Maintenant, même au niveau du projet hôtelier. Plus généralement, vous avez esquissé un début de réponse, mais c'est vrai que le spectre de la prise en charge aujourd'hui des personnes âgées est très large. C'est le souhait, en tout cas à Monaco, d'offrir un accompagnement maximal et sur tous les fronts. C'est vraiment une volonté du gouvernement à tous les niveaux. C'est vraiment d'avoir un accompagnement maximal de prise en charge de la personne âgée, que ce soit au domicile et qu'il puisse y avoir comme ça une graduation jusqu'à l'arrivée au sein de la filière et qu'il y ait une coordination complète entre les différents maillons qui permettent une prise en charge optimale, tant sur le plan soignant, mais que sur le plan, on va dire, également global de prévention, de qualité de vie, de réflexion à comment améliorer, par exemple, l'humanisation des espaces collectifs. C'est vraiment des réflexions qu'on essaye de mener régulièrement et il faut à chaque fois réfléchir à ce qui va se passer après, puisque les prochains défis, ça va être également tout ce qui est les nouvelles technologies. Il y a un aspect qui a été peut-être un peu négligé pendant des décennies, mais aujourd'hui, l'accent est clairement mis aussi sur la prise
en charge psychologique. Je suis parfaitement d'accord et je pense qu'en effet, c'est un volet qu'il faut renforcer même au niveau de cette prise en charge psychologique qui est extrêmement importante. Et on essaye d'articuler tout ça, mais la prise en charge psychologique des patients, des résidents, mais également de leur famille, si elles le souhaitent, est extrêmement importante à consolider et même à renforcer dans les EHPAD. Et dans ce domaine, l'avancée des sciences et des techniques laisse entrevoir des possibles majeurs encore. Alors je pense notamment à la maladie d'Alzheimer que vous connaissez bien, ou le cas de personnes que l'on qualifierait de cérébrolésées. La stimulation cognitive ou la remédiation cognitive permettent d'améliorer sensiblement la qualité de vie, à défaut peut-être aussi d'une rémission totale. Il y a des avancées et on est peut-être à un tournant de la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, mais effectivement, il y a toute la prise en charge, on va dire, de stimulation cognitive pour parler de façon très importante. Et nous, dans la filière, on travaille beaucoup sur la cognition sociale et on fait des groupes de prise en charge de patients. Mais cette prise en charge non médicamenteuse est d'ailleurs la première prise en charge actuelle de tous les troubles neurocognitifs, en passant de la maladie d'Alzheimer aux patients qui peuvent avoir des troubles de cérébrolésés, effectivement. Mais la clé, c'est un diagnostic précoce ? La clé, c'est le diagnostic précoce, parce que si on a des thérapeutiques qui arrivent, et peut-être que ce sera pour demain ou après-demain, il faut être prêt. Mais effectivement, la clé, ce sera le diagnostic précoce pour pouvoir accéder le plus rapidement possible à des thérapeutiques qui sont prometteuses. Merci Dr Louchard de la Chapelle d'avoir répondu à notre invitation alors qu'a été officiellement inauguré aujourd'hui le nouveau Cap Fleury. Oui, merci beaucoup Patricia. Ouvrons une page sportive, il y a des matchs qui marquent une saison et la Roca Team affrontait jeudi soir le Real Madrid pour le choc au sommet de la 12e journée d'Euroleague. Le duel a tenu toutes ses promesses avec un final en apothéose. Le film de la rencontre est signé Yannick Debever et Thomas Deus. Ce jeudi 8 décembre, le Withings Center de Madrid était le théâtre d'un match homérique. Des héros, des martyrs, un miracle et au final, un exploit historique. Real et Roca Team sont deux équipes en forme et en pleine confiance. Dès le coup d'envoi, Mike James dévoile ses intentions avec des paniers uniques en leur genre. Mais dans le jeu, le Real est au-dessus collectivement et le score s'en ressent en première période. Monaco compte jusqu'à 10 points de retard avant de revenir à 3 unités grâce à 2 paniers longue distance de Mike James. En deuxième mi-temps, le collectif monégasque monte d'un cran et surpasse même celui du Real. Yacouba Ouattara, en leader défensif, fait la différence par son agressivité et permet à Monaco de prendre l'avantage. Tous les monégasques sont à leur meilleur niveau pour croire en une première victoire historique face au Real Madrid. Sauf qu'on ne bat pas les Madrilènes chez eux si facilement. Gershon Yabusele de retour de blessure le fait comprendre très rapidement avec 7 points dans les 3 premières minutes du 4e quart-temps. Les Roca Boys s'accrochent et ne lâchent rien sauf des lancers francs. Véritable talon d'Achille, les monégasques laissent filer 13 points sur la ligne de réparation, là où le Real n'en a manqué que 3. La fin de match semble jouée. Les Espagnols prennent le large après des énormes shoots à 3 points de Llull, Yabusele et Moussa. Véritable exemple d'abnégation, les hommes de Sacha Obradovic s'accrochent au navire et vont même s'en rapprocher grâce à leurs 3 mousquetaires, Mike James, Jordan Lloyd et Eli Okobo. Monaco est à -4 à 15 secondes de la fin. L'épilogue est proche. Motié Younas manque son tir, mais Jordan Lloyd, à la lutte au rebond offensif, s'écroule, heurté violemment au visage par le bras du massif Yabusele. Sur l'impact, l'arrière américain subit une fracture du nez, accompagnée de dents cassées et une commotion cérébrale. Complètement KO, le guerrier Lloyd sort sous l'ovation du Withings Center. Bravo mon grand, tu auras donné de ta personne. Pendant que les soigneurs s'occupaient du numéro 3, le 55 a eu le temps d'enfiler sa cape de héros pour les 6 dernières secondes. Eli Okobo, John Brown, Mike James, la faute. C'est incroyable! C'est incroyable! Oh, comme dans un film!
Mac James réussit un tir d'anthologie au-dessus de l'ogre Tavares et ses 3 mètres d'envergure avec en prime un lancer franc bonus qu'il ne rate pas. 88-88, les deux équipes vont se départager en prolongation. Et dans ces 5 minutes supplémentaires, c'est Alpha Diallo qui sort les muscles pour dominer à son tour le géant Tavares. En attaque d'abord et puis ensuite en défense sur ce contre exceptionnel. Les Monégasques ont l'avantage mental et physique. Ils encaissent 1 point de moins que le Real pour finalement l'emporter 95-94 au bout d'une soirée d'anthologie. Ah, ça c'est un sacré kiff. On a notre victoire référence de la saison. Venir gagner ici à Madrid, il y a peu d'équipes qui peuvent le faire. Nous, on a prouvé encore ce soir que quand on s'en donnait vraiment les moyens, on peut battre tout le monde. Et voilà, il faut juste garder ça en tête et continuer à construire sur ça. The guys, really, especially, like when it matters the most, really play great defense first, and on the end, we deserve, to win. I have to say this, like I think with all, difficulties, through the game, we had a chance, which we used the best way. Avec ce succès, la Roca Team passe devant son adversaire du soir au classement et garde le 2e meilleur bilan de l'Euroleague avec 9 victoires en 12 matchs, juste derrière Fenerbahçe. Et pour être tout à fait complet sur la blessure de Jordan Lloyd, sachez qu'il n'y a aucune lésion cérébrale, mais le Rocaboy a dû se faire opérer de l'os nasal aujourd'hui à Monaco. On ne connaît pas encore sa période d'indisponibilité. Parmi les autres titres de l'actualité du jour, cette nouvelle exposition à l'Espace 22, une exposition de plusieurs artistes et qui s'intitule « L'art en fête » et qui dit exposition collégiale dit une multitude de formes d'expression où tout le monde trouvera donc certainement de quoi satisfaire sa curiosité et ses attentes en matière d'art. C'est une tradition de Noël, le chemin des crèches, une belle découverte avec des étapes pour chacune des crèches de Noël qui font autant briller les yeux des petits que des grands. Christina Thomel et Marie-Ève Béé ont suivi pour vous le chemin des crèches. Fidèle à la tradition de Noël, le chemin des crèches vient de prendre vie à l'occasion de la procession de l'Immaculée Conception. Une 50aine de crèches de toute taille sont à découvrir le long d'un parcours situé entre la rampe Major et le Rocher. Et cette année, un hommage est rendu au prince Albert Ier. Et on a transformé l'intérieur du chalet en, si vous voulez, intérieur de bateau, évidemment, qui est censé représenter le bateau Princesse Alice. Et si vous voulez, à travers les hublots, l'artiste Agata Poniatowski a fait un superbe travail, c'est-à-dire qu'on voit tout le Spitzberg, si vous voulez, en regardant à travers les hublots. Donc c'est très beau. Et si un navire rappellera ses voyages et ses missions, de petites crèches représentant différents pays où il s'est rendu sont aussi mises en lumière. On entend beaucoup parler du Spitzberg avec le prince Albert Ier. Ça, on le sait tous, les expéditions ont été nombreuses, très marquantes, mais il en a fait d'autres tout aussi marquantes dont on parle moins. Et en particulier, si vous voulez, il a vraiment arpenté, exploré beaucoup de mers. Et il est donc, outre l'Espagne et le Portugal où il a laissé une empreinte, il a bien continué son chemin et son exploration. Et il est allé jusqu'aux Antilles. Donc il y a une toute petite crèche antillaise. Il a également marqué son empreinte aux Açores. À noter que l'association du chemin des crèches de Monaco organisera une journée d'animation éducative et festive pour les enfants autour d'ateliers créatifs et d'un grand jeu sur le parcours des crèches ce dimanche de 11h à 16h sur la place de la Statue de la Mer. Le Giro des Natales aura lieu dimanche 11 décembre à Monaco. Cette course dans les rues de la Principauté rassemble petits et grands pour un moment d'effort, certes, mais aussi de partage et de convivialité. Pour y participer et vous inscrire, il n'est pas trop tard. Rien de plus simple. Bastien Isaïa, le président de l'association sportive de la Sûreté publique, vous explique comment faire. Nous l'écoutons. Tout est inscrit sur le site internet gironatale.com. Vous vous inscrivez, vous avez plusieurs challenges. Challenge uniforme pour policiers, carabiniers, pompiers, personnel hospitalier. On essaie de regrouper tout le monde et qu'il y ait un petit challenge intéressant. Les entreprises également, le challenge Suisse Courtage qui est très intéressant pour les entreprises de la Principauté et PACA. Ensuite, il y a tous les clubs de la région. Et c'est une course aussi internationale où on a des clubs italiens et des clubs français, même espagnols. Donc c'est une course très intéressante. Combien de kilomètres fait le tour ?
Donc 10 km, le parcours reste le même, avec le circuit du Grand Prix F1 et les plus belles places du palais et du casino. Donc c'est un challenge intéressant pour les amateurs et les professionnels, et on les accueille avec plaisir. Chaque année, on essaie de représenter une association qui œuvre pour les autres. Cette année, c'est Monaco Liver Disorder, qui est dirigée par Carla, une personne formidable qui a réussi à aider les hôpitaux de la région, surtout celui de Nice et de Monaco, pour les enfants. Donc c'est très intéressant de courir pour quelque chose, et ça donne une œuvre un peu plus solidaire, et c'est la course qu'on veut. On veut donner cette image-là à la course, avec également les Joëlettes. Tout le monde peut participer, les enfants, les adultes, et toutes les institutions, j'ai envie de dire, de Monaco. On se regroupe tous avec le marché de Noël juste après, donc c'est une course qui est assez intéressante pour tout le monde. Et l'on espère une accalmie des conditions météo pour les coureurs du Giro. À quelle météo peut-on s'attendre d'ailleurs demain samedi déjà, Vanessa Dessy? Bonsoir à tous. Pas de changement notable, le ciel restera bien chargé avec de la pluie une grande partie de la journée. Les températures oscilleront de 10 à 13 degrés, le soleil se lèvera à 7h51 et se couchera à 16h54 et nous fêterons les Léons. Merci Vanessa, et demain j'aurai le plaisir de vous retrouver à 19h pour un nouveau journal. Cette édition se referme sur les photos de Mickaël Alési prises jeudi soir à Madrid lors de la victoire d'un point, mais victoire, ce qui n'est pas rien, de la Roca Team face au Real Madrid. Très belle soirée à vous tous. Yeah.